Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureuse d'être avec vous cet après-midi. Je suis Déborah Loy, je suis journaliste aux Échos où je couvre les startups. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est toujours un petit peu tabou en France, même si les esprits s'ouvrent peu à peu. On va parler du fait de fermer son entreprise. On ne peut pas parler d'échec, mais voilà, c'est un peu le sujet qui reste tabou aujourd'hui. Je suis avec deux entrepreneuses. Superbe. Je peux dire entrepreneuse ou je peux dire entrepreneur? Comment vous vous situez sur ce débat? Donc vous avez toutes les deux vécu cette aventure de devoir fermer une entreprise. Rania, toi tu as annoncé il y a 1 an, c'est pratiquement tout pile, que Afrimarket cessait ses activités. Afrimarket que tu avais réussi à porter à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc une grosse aventure entrepreneuriale pour toi qui s'est arrêtée il y a 1 an. Aujourd'hui, tu es investisseur. Et puis Carole, on te connaît beaucoup pour June qui vient d'annoncer cette grosse levée de fonds de 10 millions d'euros. Mais avant, tu as monté une première start-up, Momiville, en 2014, que tu as fermée 2 ans après. Un point commun entre vous deux, c'est que vous avez dû fermer votre entreprise à la suite d'un manque de financement à la dernière minute, juste avant un tour de table qui devait avoir lieu et qui finalement n'a pas eu lieu. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé et vous, dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là? Bien sûr, bonjour à tous. Déjà, je suis ravie d'être parmi vous ici. Ça fait exactement 1 an que je n'ai pas pris la parole au sujet d'Afrimarket. C'est la première fois que je remonte sur scène pour en parler. Donc, je vais essayer d'être le plus transparente possible et de vous donner tous les takeaways palpables et utilisables que vous pourrez réutiliser dans le futur. Mais l'idée, c'est que si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a envie de partager et que le message, c'est que l'échec, c'est positif. Moi, je reste toujours très attachée à une phrase de Churchill que je vous dirai un peu plus tard. Mais brièvement, mon aventure à Freemarket s'est terminée il y a exactement 1 an, jour pour jour. Je me rappelle que j'avais décliné l'invitation à l'Élysée au FDD parce que j'étais l'après-midi même au tribunal de commerce de Paris en train de déposer la liquidation de ma boîte. Et donc, je n'étais pas capable de faire ce grand écart émotionnel dans la même journée. 1 an plus tard, je peux vous raconter les détails de cette aventure. Donc oui, à Freemarket, fin 2018, une très belle success story française. On avait 250 salariés, on avait 5 filiales dans 5 pays d'opération, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Mali, Bénin. Et malheureusement, notre dernière levée de fonds, c'était une levée de fonds de 30 millions. On avait levé un peu plus de 20 millions d'euros pour faire fonctionner l'entreprise depuis le début, depuis sa création en 2014. Et finalement, du coup, il y a 1 an, jour pour jour, notre investisseur principal, avec lequel on était en discussion depuis 8 mois, se retire 3 jours avant la signature. Donc, on était un peu les mains liées, 4 semaines de trésor, pas d'autre solution que de fermer la société et le faire proprement. Carole, ça remonte à 2016, ton aventure avec C'était un petit peu avant. Alors, nous, on était à un stade beaucoup moins mature, donc je pense que ça reste émotionnellement dur, mais je pense que c'est très différent dans la mesure... Alors, déjà, j'avais monté une boîte qui était un réseau social pour les futurs parents et les jeunes parents. On était, je crois, 5 salariés. Et en toute transparence, même si ça me fait de la peine de le dire maintenant, on méritait de liquider cette boîte. On n'avait pas de business model, on n'avait aucun moyen de faire de l'argent. Et je pense qu'on était... on était à l'époque, mais je le vois, c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, mais quand même moins. On était à l'époque dans une dynamique qui était très c'est pas grave si t'as pas de business model, de toute façon tu lèveras des fonds. C'est très très dangereux en fait d'entretenir des entrepreneurs dans cette idée que tu fais pas d'argent, mais c'est pas grave, tu vas lever des fonds. Et j'ai cru ça, je pense comme pas mal de gens. Et puis en fait, au bout d'un moment, le couperet tombe quoi. Il y a toujours un juge de paix à la fin, alors que ce soit à la fin pour moi ou que ce soit à la fin pour WeWork quand il fait son IPO, il y a toujours un juge de paix. Et en l'occurrence, nous, on a fait une levée de fonds pour le coup. Le mec a signé, mais il n'a pas livré les fonds. Et donc, au final, c'était pareil. Et voilà. Et donc, arrive le moment où tu te dis, nous, on avait déjà plus de trésor. Donc, ça faisait déjà 2 mois que je payais les salaires moi-même, que j'étais interdit bancaire et tout. Enfin, c'était un peu chiant. Et ce qui fait que oui, un jour, la mort dans l'âme, tu prends tes petites affaires, tu vas au tribunal de commerce. Et puis, je me rappelle, j'ai pleuré devant le juge. Et le juge a eu une phrase qui était à la fois très patronisante et en même temps très gentille. Il m'a dit, mais vous inquiétez pas, ma petite dame, on va vous la fermer, votre société. Je dis, bon. Mais je m'attendais tellement à me prendre un carton, à me faire défoncer par des gens qui me disent, mais comment vous avez pu faire une boîte sans business model, c'est nul, mais vraiment, vous méritez cet échec et tout. En fait, ils ont été très gentils. Et c'était d'autant plus désarmant. Et voilà. Donc, j'en ai gardé une vraie volonté
de créer une boîte qui avait un business model. Et c'est vrai que quand j'ai monté June, je me suis dit, mais je ne veux plus jamais faire une boîte qui n'a pas un business model solide. Aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on existe, ça fait 2 ans qu'on est rentable, quoi. Donc, pour moi, c'était, je veux être l'architecte de ma propre croissance et je veux avoir cette liberté-là. Et lever des fonds parce que si à un moment je décide que j'ai envie de mettre un accélérateur sur un truc, je lève des fonds, mais le fonds ne vient pas compenser entre guillemets la croissance ou le business model que j'ai pas, quoi. Rania, comment ça se passe au moment où toi tu comprends que tu vas pas pouvoir continuer avec Afrimarket? Tu l'as dit, tu as 250 personnes dans cette boîte, ça doit être un crève-cœur absolu. Concrètement, les étapes, donc le tribunal de commerce il y a 1 an, comment ça fonctionne? Et surtout, quel conseil tu donnerais à quelqu'un? Aujourd'hui, c'est une période difficile, il y a beaucoup de boîtes qui galèrent, qui sont en train de potentiellement fermer. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se retrouve dans la situation dans laquelle tu t'es retrouvée il y a 1 an pour traverser ces différentes étapes? Merci beaucoup, Déborah. Alors, premier élément, je dirais le faire proprement. Sur la partie juridique, moi j'ai des amis qui ont fermé leur boîte et 2 ans, 3 ans plus tard, ils ont encore des lawsuits les concernant parce que en tant que mandataire social, on est pénalement répressible. Et donc, le point 1, c'est bien s'entourer et le faire proprement d'un point de vue juridique. Le deuxième élément, comme tu l'as dit, j'avais 250 salariés dans ma boîte. C'était effectivement ma première aventure entrepreneuriale, donc il y avait un affect très fort. Et que pour moi, une des choses les plus importantes dans l'aventure entrepreneuriale, c'est les hommes qui vous les femmes qui vous accompagnent. Et justement, j'ai mis beaucoup d'accent sur la dernière phase pour accompagner ces gens-là au maximum, de manière très structurée, les aider à faire leur CV, les aider pour les interviews, les aider à réécrire sur papier quelles ont été les réalisations qu'ils ont faites au sein d'Afrimarket et pouvoir les aider à rebondir. Et le troisième point, c'est soi-même. Et donc, on se rend rarement compte de tout ce qu'on déploie comme énergie dans une faillite, que ce soit l'énergie physique, émotionnelle, et on essaye toujours de trouver des solutions. C'est la nature de l'entrepreneur. Plan A, plan B, plan C, plan D. Et donc, à un moment, il faut juste se donner le temps et accepter. Et effectivement, il y a eu des nuits blanches et beaucoup de douleurs personnelles, surtout avec une relation si forte avec son entreprise qui a duré 6-7 ans. Donc le troisième point, c'est prendre soin de soi et prendre le temps aussi de réaliser et pour être capable de reconstruire et de rebondir à nouveau. Carole, ce sont des points que tu partages? Je valide tout à fait ce qu'a dit Rania. Il y a quelque chose de très lié à l'humain parce que c'est sûr que c'est extrêmement douloureux, d'autant plus que nous, on venait d'annoncer une levée de fonds à nos salariés. Et puis en fait, 3 semaines plus tard, il faut leur dire en fait, ils n'ont pas payé, donc on va fermer la boîte. C'est un peu la double claque que tu ne vois pas venir. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un gros accompagnement des autres. Et je rejoins tout à fait le côté la solitude qui va après. Moi, c'est vrai que c'était ma toute première boîte. Je viens pas du tout du monde de l'entrepreneuriat et j'ai eu un certain nombre de gens qui m'ont gentiment fait comprendre que franchement, à quoi d'autre tu t'attendais, quoi. T'étais prof à l'université, t'as voulu monter une boîte, voilà, c'est un juste retour aux choses. Et quand j'ai dit à ma mère 8 mois plus tard que j'allais remonter une boîte, mais elle était traumatisée, quoi. Elle était morte d'inquiétude. Et ce que je peux comprendre. Après, en toute transparence, c'est ce genre d'épreuve dans la vie, ça fait aussi un peu le tri entre les gens qui vous soutiennent vraiment et qui seront vraiment là pour vous pour le long terme et les gens qui finalement le faisaient pas pour de bonnes raisons. Moi, je sais que, mais je pense que Rania est dans le même cas. Mon investisseur qui avait mis 30 000 € en tout premier business angel, quand je l'ai appelé pour lui dire je sors du tribunal, je suis désolée, je viens de liquider, il m'a dit mais écoute, félicitations parce que tout ce que tu as fait, c'était vraiment bien et tu apprendras encore mieux pour celle d'après. Et cette relation-là, alors il y a ce côté, ce que dit Rania, il faut être honnête, il faut bien faire les choses. Il n'y a rien de pire que de mal faire les choses, de filouter. De toute façon, au bout d'un moment, un échec, c'est un échec, ça se valorise aussi. Et je pense que ça, c'est un point important dont il faudra parler. Mais c'est vrai que oui, il y a quelque chose de très humain. Et le conseil peut-être que je donnerais,
c'est de justement pas le faire trop tard. Il y a des délais qui sont tout bêtes, c'est 45 jours après la cessation du paiement d'un salaire pour que votre employé il soit couvert par la garantie de l'État. Au-delà de 45 jours, non seulement vous payez plus votre salarié depuis 45 jours, mais surtout l'État va pas pouvoir lui permettre de payer son salaire. Donc c'est des petites choses comme ça qu'il faut savoir, mais qui permettent derrière de faire les choses au final le plus correctement possible. On reste en France, il y a des tas d'outils, il y a pas mal de couvertures à mettre en place, et le fait de bien faire les choses, ça permet justement de couvrir un petit peu ces risques-là. Qu'est-ce que vous avez appris de ces aventures-là ? J'imagine énormément de choses. La résilience. J'ai appris qu'il fallait avoir un business model déjà. J'ai appris qu'il fallait être capable de prendre des décisions, les décisions difficiles, les décisions courageuses que tu n'as pas envie de prendre. Mais il vaut mieux les prendre plus tôt que plus tard. Un exemple tout bête, ce fonds d'investissement avec qui on avait signé, c'était le seul qui avait voulu investir dans la boîte. On n'avait pas voulu, on avait accepté pas mal de trucs, on était un peu gênés par certains trucs, mais bon, au final, on avait dit oui. Alors qu'au final, on aurait dit non dès le départ en disant en fait, ça, c'est ma ligne de conduite et je n'en dévierai pas. Peut-être ça nous aurait fait liquider plus tôt, mais à minima, on aurait été plus, je pense, droit dans nos bottes. Et c'est vrai qu'avec June, je suis dans une politique qui est vraiment très... Alors, je ne dis pas de compromis parce que ça n'existe pas, mais très peu de compromis. J'ai une ligne directrice et je m'y tiens. Et ensuite, soit je trouve des gens qui vont avec moi dans cette aventure, mais je ne vais pas faire des petits détours pour faire plaisir à des gens. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort, de pouvoir se dire je crois fort en mes convictions et je tiens mes convictions. Rania, c'est encore tôt, hein. 1 an, c'est tôt en fait pour ce c'est genre beaucoup d'aventure. Mais qu'est-ce c'est peu à la fois. Avec le recul que tu peux avoir après 1 an, qu'est-ce que tu as le sentiment d'avoir appris ? Alors, il y a plusieurs volets, je pense, sur lesquels, après une fermeture de boîte, on apprend beaucoup. D'un point de vue business, naturellement, j'ai été first-time entrepreneur, donc j'ai fait plein d'erreurs qui m'ont appris également. Mais il y a pas mal de choses, effectivement, à refaire peut-être un peu différemment. On a ouvert 5 pays à la fois, peut-être en même temps. On aurait peut-être pu en ouvrir un à un. Donc, des détails un peu opérationnels, s'entourer au début plus de A-player sur la partie C-level, etc. Donc ça, c'est des détails opérationnels qui n'auraient pas changé la trajectoire de la boîte. D'un point de vue marché, c'est très important d'être en phase avec son marché. On était sur un marché en pleine croissance. C'était la classe moyenne africaine. Tous les chiffres étaient au vert. Mais effectivement, est-ce que le marché était déjà prêt pour pouvoir exploser ? On parlait de milliards de dollars en 2025. C'est peut-être qu'en 2025 que ça va arriver. Et d'un point de vue personnel, je pense que la grande qualité d'un entrepreneur, c'est d'être humble et d'être capable et en même temps d'accepter les succès comme d'accepter les échecs. 3 mois avant la fermeture, je faisais la une de challenge sur tous les murs de Paris. Et 3 mois après, j'étais au tribunal de commerce en train de défendre pourquoi j'avais rien fait de mal et que j'avais fait le maximum. Donc je pense que c'est aussi ça un entrepreneur. Il faut être capable d'accepter les succès, être capable d'accepter les échecs et être capable surtout de rebondir. Aujourd'hui, d'un point de vue personnel, je pense que les skills, on ne se rend pas compte des compétences acquises en tant qu'entrepreneur. Moi, personnellement, c'était mon unique expérience professionnelle qui a duré 7 ans. J'ai fait 4 levées de fonds, j'ai employé 250 personnes. On a révisé avec mon associé des dizaines de fois toute l'organisation de la boîte. On avait des équipes décentralisées, donc il y avait beaucoup de compétences qui ont été acquises, que ce soit financière, managériale, marketing, acquisition, et j'en passe, bien entendu. On doit être un couteau suisse et être capable de tout comprendre. Mais je pense que l'apprentissage le principal, c'est qu'un entrepreneur, il faut que ça reste les pieds sur terre. Et ça, c'est important. C'est intéressant ce que tu racontes sur aussi l'état d'esprit vis-à-vis de l'échec. Alors, je sais pas, si c'est un mot un peu large, quoi, mais on a tendance à dire qu'aux États-Unis, c'est super valorisé, que si tu as planté ta boîte, tous les investisseurs vont vouloir investir dans la prochaine, parce que alors qu'en France, c'est pas du tout le cas. Qu'est-ce que tu penses de cette espèce de légende urbaine-là, parce que tu l'as vécu ? Alors, je l'ai complètement vécu. J'ai rejoint il y a un peu plus de 6 mois un fonds Venture. Donc, je suis passée, entre guillemets, de l'autre côté de la table. Donc, EQT Venture, qui est un fonds suédois qui, justement, fonds européen, qui reconnaît énormément ces compétences-là. C'est un fonds que d'anciens opérateurs et anciens entrepreneurs pour apporter de la valeur ajoutée supérieure à l'entrepreneur, se dire « Ok, on va t'apporter de l'argent, mais en plus de ça, on a notre humble expertise d'entrepreneur à nouveau qu'on va mettre aussi sur la table. » Et je pense que dans la posture aussi,
là, on n'est pas contre l'entrepreneur comme j'aurais pu avoir des relations avec des VC que j'ai croisés. Là, on est vraiment du même côté de la table parce qu'on comprend les choses vécues et donc on va avoir une approche un peu différente. Et donc oui, l'aventure d'entrepreneurial est valorisée. J'ai été recrutée pour diriger le bureau de Paris de ce fonds-là qui est un fonds de 700 millions. Donc je pense que a posteriori, oui, mon aventure chez Afrimarket est clairement valorisée et ce que j'ai appris et ce que j'ai construit pendant cette période-là aussi. Carole, qu'est-ce que tu en penses de ce point-là ? Je pense qu'en fait, il y a pas mal de, comment dire, il y a pas mal de choses qui ont, je trouve, quand même changé. Il y a 4-5 ans, quand tu trouvais des entrepreneurs qui avaient échoué, c'est vrai qu'ils avaient tendance à, je vais pas dire à pas se cacher, mais bon, à devoir montrer que vraiment ils étaient désolés, comme si c'était une tare, quoi, et que tu devais vraiment t'excuser d'avoir raté ton truc. Je trouve que c'est un petit peu moins le cas maintenant. C'est vrai que être patron de start-up, il y a toujours un côté plus par rapport à si tu veux repartir sur un job salarié. Il y a toujours les gens en face qui vont se dire est-ce qu'il est prêt à accepter, entre guillemets, d'être un salarié parmi les autres. Et les recruteurs font quand même un effort, je trouve, maintenant, pour se dire en fait, ce sont en effet des couteaux suisses. Ils savent faire plein de choses, ils lâchent rien. Et ils arrivent à valoriser ça aujourd'hui, je pense, plus qu'il y a 4-5 ans. Et donc, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je trouve assez positif. En tout cas, pour moi, la trend, elle est plutôt vers le haut, quoi. Tu voulais rajouter ? Oui, je pense aussi avec la casquette investisseur, on aura beaucoup plus de facilité à lever de l'argent. Quelqu'un qui a déjà monté une société qui a marché ou non, mais un second-time funder a beaucoup plus de valeur qu'un first-time funder, parce qu'il ne refera pas forcément les mêmes erreurs. Une dernière question, parce qu'on arrive, je crois, déjà à la fin de ce panel. La prise de risque, c'est quelque chose qui peut faire peur au moment d'entreprendre. On a en plus des études qui montrent que les femmes sont plus avares au risque que les hommes. Donc ça peut être peut-être une des barrières qui fait qu'on ait si peu de femmes dans cet écosystème encore. Vous en êtes bien heureusement le contre-exemple. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous prouvez le contraire, en fait, le risque, la peur de l'échec ne doit pas être une raison de ne pas entreprendre. Est-ce que c'est la leçon avec laquelle vous voulez que le public parte aujourd'hui ? Alors, je pense que je parlerai en notre nom à toutes les deux en disant que oui, nous, on adore le risque avec Rania. C'est vrai que c'est à la fois le risque, mais c'est aussi... il n'y a rien qui t'arrête, quoi. On adore faire le truc, on est ultra commit, et c'est vrai que c'est les plus grosses barrières. Moi, j'ai retenu ça quand je faisais un atelier d'écriture il y a une quinzaine d'années avec une auteure australienne qui me disait la plus grosse censure en tant qu'écrivain, c'est toujours soi-même. Mais cette phrase, elle est vraie pour tout. La plus grosse censure que tu vas avoir, ce sera toujours toi en premier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens après qui vont se dire oui, mais peut-être que moi, je suis une femme, je viens pas du milieu de l'entrepreneuriat, j'ai pas de diplôme de business. Enfin, je cumule les cailloux dans mes chaussures, quoi. Mais peu importe, c'est-à-dire que cette motivation-là, cette envie c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Il faut juste accepter de se pousser sa propre frontière, sa propre barrière. Moi, personnellement, mon aventure entrepreneuriale, ça a été la chose la plus belle de ma vie. Je recommencerai, sans doute. À HEC Entrepreneur, on nous disait « jetez-les à l'eau, ils apprendront à nager ». Et justement, ce n'est pas un plaisir de parler des échecs et de remonter sur scène aujourd'hui. Donc si personnellement je suis là, c'est juste pour envoyer un message positif de « oui, on peut le faire, on peut tomber, on peut monter très haut, on peut aussi tomber très bas ». Et en fait, le jeu en vaut carrément la chandelle. Et donc, sur la jolie phrase de Churchill, je vais m'arrêter là. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Magnifique, merci beaucoup. Merci à vous tous, bon après-midi.